Radio Impulse. Le grand rendez-vous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Impulse dans le grand rendez-vous. Laurent David, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur, directeur général de BNP Paribas Personal Finance et ensemble, nous allons parler de l'avenir de la planète, de l'avenir de la consommation dans ce troisième podcast. Nous en avons parlé en nous basant bien sûr sur le texte que vous avez publié sur LinkedIn, un texte intitulé « Nouvelle consommation, nouveau partage, nouveau leadership ». Et puis nous utiliserons aussi les données de l'Observatoire CTLM et de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Allez, pour démarrer ce troisième podcast, Laurent David, nous allons parler de la planète, la préservation de la planète, la dimension environnementale. Évidemment, cette crise sanitaire a mis en avant l'impérieuse nécessité de prendre soin de notre environnement. Ça a renforcé cette prise de conscience environnementale. Quel est votre regard sur cette montée en puissance de cette volonté de protéger la planète qui touche quasiment toutes les générations ? Alors, elle a plusieurs motifs d'accélération, cette prise de conscience. La première, c'est... à en croire un certain nombre de scientifiques finalement, l'idée que l'expansion de l'activité économique de manière un petit peu désorganisée, le rapprochement entre des espèces développées dont la race humaine fait partie et des espèces traditionnellement sauvages a permis, du fait de mécanismes que je ne maîtrise pas finalement, l'émergence de ce virus. Et voilà, pour ma fille, dans le regard de ma fille, je suis responsable de la maladie du pangolin, ce qui évidemment me fait mal. Elle a été aussi un révélateur parce que nous l'avons vu, j'ai la chance d'habiter dans l'ouest parisien et on n'a jamais aussi bien vu Paris depuis les terrasses du château de Saint-Germain-en-Laye que pendant le confinement. Ce nuage de pollution qu'on voit très très bien au-dessus de Paris, il n'y a pas qu'à Pékin, il avait disparu. Voilà. Et on s'est aperçu que l'air était plus pur, le soleil brillait par ailleurs, ce qui ne gâchait rien. Voilà, c'est une prise de conscience très forte, je pense, pour beaucoup de personnes que chacun a pu, pendant sa promenade d'1 kilomètre, expérimenter. Au-delà de ça, ce virus nous explique, nous indique que la nature, elle est dangereuse. Que la nature, ce n'est pas qu'un décor dans lequel on peut évoluer. C'est aussi quelque chose qu'il faut protéger. Ça existe depuis un certain nombre d'années désormais. L'accélération, elle est majeure, elle est récente, elle est tirée par les jeunes, confèrent tous les mouvements étudiants dans le sillage de la jeune adolescente suédoise. Greta Thunberg. Voilà, et toutes ces manifestations qui ont eu lieu avant le confinement. Et ce qui a retenu mon attention dans l'une des dernières études de l'Observatoire, c'est que c'est aussi une préoccupation qui devient très forte chez les 60 ans et plus. J'en déduis donc que pour les gens de votre génération ou de la mienne, un peu coincés à nos deux extrémités, c'est forcément quelque chose qui va devenir majeur. Et c'est bien. Voilà. Il va falloir transformer cette intention en action au quotidien. Fondamentalement, ça aura nécessairement un impact sur nos modes de consommation. Une consommation que je qualifierais volontiers de plus sobre, plus respectueuse des modes de fabrication, plus respectueuse ou plus attentive aux lieux de fabrication et aux conditions de fabrication, mais également cherchant à étendre la durée de vie des biens avec l'émergence de l'économie circulaire. Et je renverrai volontiers sur ce sujet à une récente publication sur LinkedIn de Charlotte Dennery, la responsable de BPLS au sein du groupe BNP Paribas. Voilà, ce sont des thèmes porteurs pour l'avenir. Et ce qui est nouveau avec ces thèmes-là, et là aussi, on l'a montré dans une de nos études, l'étude de cette année, c'est que le consommateur qui avait cette sensibilité faisait attention à sa propre consommation avec des produits bio, en regardant l'origine des produits achetés, mais que ça ne suffit pas et que ce consommateur se transforme en véritable activiste de la consommation, c'est-à-dire que non seulement il fait attention à ce qu'il consomme, mais il va aller aussi regarder ce que font les autres en n'hésitant pas à donner des conseils ou en appelant au boycott de certaines entreprises. Dit autrement, le sentiment que j'ai, mais j'ai envie d'avoir votre avis par rapport à ça, c'est que les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, n'ont pas le choix. Soit effectivement, elles prennent en compte réellement ces exigences, c'est même plus des attentes, ces exigences nouvelles qui s'accélèrent au fil du temps, soit elles sont condamnées, au fil du temps, à perdre des parts de marché. Alors vous avez tout à fait raison.
Le consommateur peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. Et volontairement, il va regarder autour de lui ce que proposent les politiques, ce que proposent les États, ce que proposent les entreprises. Et pour les entreprises, il y a un appel à l'action très très fort qui a été entendu sur le plan législatif et puis sur le plan pratique avec l'émergence de raisons d'être rendues publiques, ce qui est un fait totalement nouveau. Jusqu'à maintenant, les entreprises étaient vues comme les méchants capitalistes, les dividendes, etc. Et les entreprises apportent une dimension nouvelle à cet édifice. Elles sont légitimes pour ce faire parce que elles aussi, elles ont besoin d'un monde avec des perspectives claires, avec, je dirais, une forme d'épanouissement grandissant. Et puis elles ont des moyens. Donc à ce titre, elles ont à la fois un objectif, celui d'un monde meilleur, et puis les moyens pour y parvenir. Le grand défi des années qui viennent, ça va être, parmi toutes celles qui déclarent leurs intentions, de s'assurer que la très très grande majorité d'entre elles transforment ces intentions en action, en changement, en plus d'ouverture sur la société, plus de bienveillance par rapport au monde. Mais je crois que les grandes entreprises sont sérieuses et qu'elles relèveront ce défi. Et qu'elles n'auront pas le choix, effectivement, de le faire. Alors, vous parliez d'un monde plus sobre, le monde de demain, quand on a interrogé les Européens et quand on les a interrogés évidemment sur leur pouvoir d'achat, dans ce contexte quand même qui reste anxiogène, puisqu'on est en pleine deuxième vague, que de nouveau l'activité économique tourne au ralenti, on voit qu'il y a une inquiétude par rapport au pouvoir d'achat. Pratiquement 4 personnes sur 10 nous disent que leur pouvoir d'achat a baissé et que donc du coup leur volonté ou leur priorité c'est plutôt de moins consommer, de plus épargner, dans un contexte où dans les pays européens on est sur des marchés matures, où les gens ont des taux d'équipement en biens qui sont déjà très élevés. Cette volonté de consommation plus sobre ou de moins consommer, n'est-ce pas un problème pour une entreprise comme la nôtre, qui fait par définition du crédit à la consommation ? Alors vous posez 2 questions. La première du pouvoir d'achat et puis des conséquences pour l'entreprise. Commençons par le pouvoir d'achat. L'une des conséquences de la crise, c'est finalement une vision différente de ce qu'est le bon et de ce qu'est le bien. Et on va voir refleurir tous ces indicateurs alternatifs à celui de la croissance économique, qui, avec ses variations d'un trimestre sur l'autre, finalement n'indique plus grand-chose, moins 12%, plus 10%, suivi de moins 6%. Voilà, et d'autres indicateurs vont fleurir. Et bien, c'est la même chose pour le pouvoir d'achat. Voilà. Le pouvoir d'achat, si on considère que c'est la capacité de dépenser, donc quelque part quelque chose qui est très strictement corrélé aux revenus, effectivement, ces perspectives de croissance me semblent, dans nos économies, plutôt limitées. Pourquoi ? Parce que plus de digital, c'est parfois moins de main-d'œuvre. Ce sont des emplois, je dirais, moyennement qualifiés qui vont être mis sous pression dans toutes les entreprises. Parce que l'impact sur la santé des entreprises à court terme, dans le courant de l'année 2021, de la crise que nous traversons, sera important. La montée du chômage, elle est prévue par tous comme devant être tout à fait significative. Donc tout ça, c'est moins de revenus et c'est moins de capacité à dépenser. Mais je retiendrai une autre définition du pouvoir d'achat, qui est finalement le pouvoir de dépenser au-delà des dépenses contraintes. Les dépenses contraintes, c'est le logement. Souvent, le transport et la voiture sont perçus comme une dépense contrainte, et dans un certain nombre de cas, ils le sont. Il y a plein d'endroits en France où on ne peut pas vivre sans voiture, tout simplement. Et donc, ce qui reste, finalement, c'est la capacité à se faire plaisir. Une fois qu'on est logé, transporté, nourri, capacité à se faire plaisir. Alors, étant une résultante, forcément, cette résultante, elle est aujourd'hui sous pression encore plus forte que le strict pouvoir d'achat. Ceci étant, il y a des solutions. Je suis convaincu qu'il y a des solutions. Il n'y a pas de fatalité à ce que le prix du logement soit aujourd'hui aussi cher que ce qu'il est, notamment dans les grandes agglomérations. La génération de nos parents, quand ils ont commencé à vivre et qu'ils se sont installés dans leur premier studio, ne consacraient pas du tout la même part de leurs revenus au poste-logement que ce que nous constatons aujourd'hui. Et l'une des façons de peser sur les prix du logement, c'est de réaménager notre territoire. Il y a tellement de logements dans nos petites villes de province, moi je suis originaire de Blois, qui sont à vendre et qui ne trouveront jamais preneur, quel qu'en soit le prix,
utilisons les bienfaits du télétravail pour réinvestir tout un ensemble de lieux, par ailleurs charmants, et où il fait bon vivre dans notre pays, et réapprenons à nous loger moins cher, réapprenons au travers des solutions de mobilité à bénéficier de modes de transport moins chers, et nous retrouverons alors du pouvoir de se faire plaisir. Là-dessus, je suis très optimiste. C'est une révolution, je dirais, politique. C'est 30 ans d'aménagement du territoire qu'il faut mettre par terre et qu'il faut recommencer à zéro. Mais les crises, c'est aussi fait pour ça. C'est vrai. Alors, pour l'entreprise, évidemment, si l'entreprise ne change pas et que les gens consomment différemment, voire moins, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle si l'entreprise ne change pas. Et donc, toute notre stratégie pour les années à venir va être d'accompagner ces changements de consommation et de proposer des solutions concrètes, des solutions financières pour réussir à demeurer un acteur aux côtés de nos concitoyens au quotidien. C'est dans ce cadre-là que notre raison d'être à nous, favoriser l'accès à une consommation plus responsable et plus durable, va nous accompagner dans les années qui viennent, et que les produits que nous proposerons, les relations que nous proposerons à nos clients seront différentes. Nous aussi, nous allons changer. La crise nous y aura largement poussé. Merci Laurent David. Alors peut-être une dernière question aussi. Bon, on a commencé la première série de ces podcasts en parlant du monde d'il y a un an où il n'y avait pas de virus, pas de masque. Projetons-nous sur le monde de demain où il n'y aura plus de masque, ou plus de virus en tout cas, on espère. Vous évoquiez le vaccin. Partons de cette hypothèse. Le monde de demain, du coup, les consommateurs auront quand même envie de se faire plaisir. Je ne sais pas ce qu'ils feront le jour où ils pourront de nouveau revivre comme avant sur le plan social, j'ai envie de le dire comme ça, retourner dans les stades, se retrouver les uns et les autres sans aucune contrainte. Mais ce monde-là, je crois que tout le monde a quand même envie de le revivre à un moment donné. Si on laisse de côté la consommation, la capacité à se faire plaisir tout simplement, et la notion de plaisir, elle est quand même très fortement attachée aussi à la notion de consommation. La notion de plaisir, elle est très attachée, pour qui n'est pas un strict égoïste, elle est très attachée à la relation aux autres, beaucoup plus qu'à la consommation, je crois. Donc oui, il y aura un monde dans un an, ce monde ressemblera au monde d'avant, mais je crois qu'il sera quand même différent, parce que personne ne peut oublier ce qui s'est passé cette année, et personne ne peut oublier toutes ces réflexions qui montent en puissance et qui deviendront demain, je crois, l'axe directeur de beaucoup de décisions dans les entreprises, dans les administrations et au plan politique. Et j'ajouterais, puisque nous avons vécu cette année dans un contexte de prise de décision difficile, parce que dans un environnement plein d'incertitudes, j'ajouterais, et ce serait un vœu fort pour les patrons d'entreprise, dont je suis, mais aussi pour les responsables politiques, qu'on apprenne à prendre des décisions et à exercer son leadership de manière différente, avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup moins d'idéologie, beaucoup plus d'écoute et de pédagogie. Et bien ce sera le mot de la fin. Laurent David, merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci.